Donc ça, ces modèles sont extrêmement importants. Donc d'abord pour comprendre comment le climat a varié et quel est l'effet des gaz à effet de serre sur le climat. Donc là, vous avez un exemple de simulation donc tiré du dernier rapport du GIEC. Donc là, c'est des ensembles de simulations, donc avec 30 modèles, donc comme je vous ai dit, des simulations entre 1850 et 2020. En noir, vous avez la température observée à l'échelle du globe. Et donc, vous voyez que cette température observée n'est pas stationnaire et au contraire, elle a tendance à augmenter. Donc, c'est des différences par rapport à la période pré-industrielle. Et on voit que cette température, à partir de la fin des années 50, commence à augmenter très fortement dans les observations à l'échelle du globe. Et en fait, c'est ce qu'on observe dans tous les continents du monde. Donc, cette augmentation-là, on essaye de la simuler avec les modèles. Donc, avec les modèles, avec deux types de simulations différentes. Un premier type de simulation où on met que le forçage naturel dans les modèles de climat. C'est-à-dire qu'on va mettre le forçage solaire, donc les variations de l'activité solaire, les variations des volcans, et on va voir si on arrive, avec ces conditions-là, à simuler l'observation de température. Donc là, c'est la simulation que vous avez en bleu ou en vert, je ne sais pas comment ça s'affiche dans votre écran. En bleu, on voit que là, on a une température qui est plutôt stationnaire. On a beaucoup de variabilité d'un modèle à l'autre, donc ce qui est représenté par l'enveloppe, donc ce qui est important à considérer. Mais malgré tout, on voit que si on arrive bien à représenter la température jusqu'aux années 50, après, il y a une sorte de décrochage où on n'arrive pas à représenter l'augmentation de température. Ensuite, vous avez la même simulation, mais cette fois, on rajoute l'effet anthropique, donc l'effet des émissions de gaz à effet de serre, l'effet des aérosols, euh, qui vont modifier le climat, donc en changeant l'effet de serre, en changeant le rayonnement terrestre, donc en piégeant le rayonnement terrestre avec les gaz à effet de serre. Les aérosols, eux, ont tendance à modifier les précipitations, ont tendance à modifier le couvert nuageux. Et donc, eux, au contraire, ont tendance peut-être à refroidir le climat. Et donc, on reproduit cette fois en rouge l'observé avec forçage naturel et forçage anthropique. Et là, on voit que cette fois, on arrive bien à reproduire l'effet de l'observation. Donc, on arrive bien à reproduire l'augmentation de température. Donc, ce qui montre que sans cet effet anthropique, on est incapable d'expliquer pourquoi les températures augmentent tellement aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important. Donc grâce au modèle, on peut donner des preuves de, de l'effet de l'homme sur le climat. Donc ça, c'est un élément qui est important. Ensuite, l'autre point important des modèles, c'est qu'on s'en sert pour donner des scénarios dans le futur. Donc comment on va modifier, comment le climat va être modifié. Et donc, vous avez ici un graphique qui montre à gauche les émissions de gaz à effet de serre, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, différentes trajectoires. Les trajectoires en bleu qui sont des faibles émissions de gaz à effet de serre. Et puis de orange, c'est la trajectoire un peu médiane où les émissions à partir d'aujourd'hui continuent un petit peu à augmenter, puis stagnent en 2040, puis d'un coup baissent assez fortement. Donc c'est le scénario SSP 2 4.5. Et puis d'autres scénarios, donc 7.0 ou 8.5, qui eux au contraire montrent des émissions croissantes de gaz à effet de serre. Et donc, et ça, en fait, ça correspond à des augmentations de température. On va rentrer ça dans les modèles de climat et on va faire des simulations de température globale sur ces différents scénarios. Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on arrive à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, donc les SSP 1 2.6 ou 1 1.9, on a des augmentations de température autour de 1,5 degré, donc ce qui serait l'idéal, hein, c'est ce qu'on a fixé comme limite pour l'accord de Paris. Et puis, à mesure que les émissions augmentent, on voit que les températures augmentent. Donc, dans le SSP de 4.5, donc on est un petit peu en dessous de 3 degrés. Vous avez ici le SSP 3 7.0 qui arrive à 4 degrés, et puis le 5 8.5 qui, lui, dépasse largement le 4 degrés, qui est presque à 5 degrés. Et donc, tout ça, en fait, c'est donné par les modèles de climat, par des ensembles de modèles de climat. Parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a aussi une enveloppe qui est assez importante,
C'est dans cette enveloppe-là, en fait, ça correspond aux incertitudes des différents modèles, aux incertitudes de la variabilité au sein des modèles eux-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas capable de donner une valeur précise, mais on a tout un ensemble de valeurs qui est donné par différents modèles qui nous donnent un peu la fourchette possible. Donc, par exemple, si pour le scénario à SSP, qui émet le plus, donc SSP 5 8.5 en marron, vous voyez que la température, si vous voyez l'enveloppe, la température, elle peut aller donc au plus froid à une augmentation de 3 degrés et au plus chaud, ça peut aller jusqu'à 7 degrés. Ensuite, donc avec ces modèles-là, on peut donc regarder l'échelle plus régionale. Donc typiquement ici, c'est l'échelle de l'Afrique. Et on va faire des moyennes multimodèles. Ici, on représente à différents niveaux de température. Donc, ce n'est pas des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est différents niveaux de température. Donc, c'est-à-dire, on regarde si le globe atteint 1,5 degré, la température globale atteint 1,5 degré par rapport à la période industrielle, pré-industrielle. Qu'est-ce que ça donnerait sur l'Afrique, sur les températures extrêmes? Qu'est-ce que ça donnerait sur les précipitations? Et qu'est-ce que ça donnerait sur les extrêmes de précipitations? Et on regarde ça sur 2 degrés également et sur 4 degrés, qui est le scénario le plus catastrophique. Et donc, ce que vous voyez, c'est que la température augmente fortement, donc que ce soit la température de jour comme de nuit, donc la minimale et la maximale, augmente fortement et d'autant plus fortement que la température globale augmente. Et vous voyez que ça peut être plus que la température globale. Par exemple, si vous regardez ce qui se passe au Sahel et au Sahara, à 4 degrés, en termes de température minimale, température maximale, vous voyez qu'on dépasse les 4 degrés. Donc, on peut aller jusqu'à 5, voire 6 degrés. Donc, c'est même plus que ce qu'on entend sur le globe. Ensuite, sur la précipitation, vous voyez que c'est moins homogène. Il y a des endroits, notamment au Sahel Est, à l'est de l'Afrique, où les précipitations ont tendance à augmenter, donc c'est des zones en verte. Et puis d'autres endroits, par exemple typiquement au Sénégal ou sur la zone méditerranéenne ou sur l'Afrique du Sud, où ça a tendance à diminuer les précipitations. Et ensuite, vous avez une variable qui s'appelle Eric's One Day. En fait, c'est la valeur maximale qu'on peut avoir pour un jour de pluie. Donc ça nous donne en fait une idée des extrêmes de précipitation. Et on voit que les extrêmes, eux, par contre, ils augmentent partout dans le monde, partout en Afrique. Donc c'est plus homogène finalement que la précipitation moyenne. Donc, et ça, c'est les moyennes multimodèles. Donc, il peut y avoir des différences assez importantes d'un modèle à l'autre. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, il faut vraiment faire attention aux incertitudes quand on parle des modèles. Et là, je vous ai pris des exemples d'incertitudes qui sont tirées dans la littérature en prenant des articles ou des rapports scientifiques qui sont des bons rapports, qui ont été très très bien faits et qui donnent l'évolution des rendements du mil en Afrique subsaharienne et ou les projections ici de rendement d'arachide au Cameroun, donc en Afrique de l'Ouest. Et ce que vous voyez, c'est que selon la publication qu'on va prendre, on peut avoir soit des diminutions importantes, soit des augmentations très importantes. Donc, par exemple, pour l'arachide, là, au Cameroun, ça varie entre moins 20% pour une publication et plus 44% ou plus 32% pour une autre. Et ça, c'est lié au fait que on peut prendre un modèle plutôt qu'un autre ou un ensemble de modèles plutôt qu'un autre. On peut avoir on peut aussi prendre pas forcément les mêmes horizons de temps. On peut ne pas prendre les mêmes scénarios climatiques. Et donc tout ça fait que on peut avoir des chiffres assez différents. Et il faut vraiment travailler sur ces incertitudes-là et avoir pour essayer de réfléchir, faire des projections plus robustes et en particulier pour les impacts. Donc, quelles sont les, les sources d'incertitude? Donc, il y a plusieurs sources d'incertitude. D'abord, on a la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre et des aérosols. Donc, on ne sait pas comment les émissions de gaz à effet de serre vont évoluer dans le futur. Est-ce que on va se mettre à respecter l'accord de Paris? Donc, est-ce que on va être très ambitieux et, euh,
et arriver à 1,5 degré? Est-ce que on va pas y arriver, donc les émissions vont continuer à augmenter? Est-ce que si on se met à moins polluer, moins utiliser le charbon, par exemple, il y aura moins d'aérosols, moins utiliser les voitures thermiques, il y aura moins d'aérosols, et ça va avoir un effet sur les températures. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui sont qu'on connaît pas, et donc on va faire des scénarios, et donc on n'est pas capable de donner une valeur associée à ça, une valeur objective. Ensuite, il y a les modèles eux-mêmes, c'est-à-dire leur capacité à représenter les processus du climat. On va avoir certains modèles qui sont pas capables de représenter le climat tel qu'on l'a aujourd'hui. Et on va avoir des modèles qui sont très sensibles aux émissions de gaz à effet de serre, donc qui augmentent très fortement leur température avec les émissions, d'autres moins. Et donc, tout ça fait qu'il y a des incertitudes avec les différents modèles. Donc, pour illustrer ça, vous avez des projections, l'exemple des deux modèles français. Donc, il y a deux modèles français qui sont les modèles de l'IPSL à Paris, le modèle du CERFAX, du CNRM et du CERFAX à Toulouse, donc à Météo France. Ces deux modèles-là participent aux exercices du GIEC. Vous avez les projections de ces deux modèles. Donc les projections, c'est les pluies moyennes entre une période future de 1071-2100 et puis une période une période historique 1971-2000. Et donc on fait cette différence-là, on voit en millimètres, les différences en millimètres par jour. Quand c'est bleu, c'est que les précipitations augmentent. Quand c'est jaune, c'est qu'elles diminuent. Et vous voyez qu'il y a certains endroits où ces deux modèles-là ne sont pas d'accord. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, dans un des modèles, ici à gauche, le modèle du CNRM Fairfax, on a tendance à avoir une augmentation des pluies dans le futur. Et dans l'autre, modèle de l'IPSL, on a une diminution. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui se passe dans le futur en Afrique, par exemple sur les rendements agricoles? Ça va être compliqué si les deux modèles ne sont pas d'accord, si les modèles ne sont pas d'accord sur les précipitations. Donc d'où l'importance en fait de prendre plusieurs modèles. Donc là, plus que deux, parce que sinon on n'a pas beaucoup de choix, mais de prendre le maximum de modèles pour pouvoir faire des sortes de statistiques, des moyennes, des consensus entre modèles. Ça, c'est vraiment un élément qui est important. Ensuite, l'incertitude, en fait, elle va varier avec le temps. Et ça, c'est un élément aussi qui est important à considérer. Donc là, vous avez un exemple de représentation graphique de l'incertitude dans la projection des températures annuelles, donc à l'échelle du globe, par rapport donc, à une période de référence, 1995-2014, et on donne ça en pourcentage en fonction du temps. Donc 100%, c'est quand toute l'incertitude est représentée donc par les, en bleu, en fait, c'est la part d'incertitude représentée par les différents modèles. Et donc, en orange, c'est la part d'incertitude qui est représentée par la variabilité interne, donc la variabilité naturelle. Donc, typiquement, des événements El Niño, typiquement des variations qu'on peut avoir dans le climat qui sont pas, qui sont des phénomènes naturels du climat. Et puis, en vert, c'est la part qui est représentée par les scénarios. Part d'incertitude qui est représentée par les scénarios, donc forte émission, faible émission. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on est dans les années, quand on s'intéresse par exemple aux projections dans les années 2020, entre jusqu'à 2030, vous voyez qu'il y a une incertitude qui est énorme entre les différents modèles. Donc, en bleu, la plus grosse part d'incertitude, c'est le bleu, c'est l'incertitude entre les modèles. Et puis, on a une forte part aussi d'incertitude en orange, c'est la variabilité naturelle. Et donc, ça, c'est important parce que les modèles, ils vont pas forcément démarrer avec le même état. On a des variations qui sont qu'on ne peut pas prévoir en fait dans le système climatique, qui sont des éléments de la variabilité naturelle, donc l'occurrence d'événements El Niño, l'occurrence d'événements La Niña, les oscillations atlantiques. Donc, le système climatique, par définition, est fortement instable. Il va se mettre à osciller autour d'un point d'équilibre, puis un autre. Donc, il y a énormément de variations qui fait que finalement, juste avant les années 2030, 2040, on peut pas vraiment avoir on a énormément d'incertitudes. Donc, ce qui montre que ces projections climatiques, on peut pas les utiliser finalement avant
2030, 2040, et voire même au-delà. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que quand vous allez travailler sur les impacts, ça n'aura aucun sens d'utiliser les projections à 2025, à 2026, 2027, parce que en fait, il y a énormément de variabilité naturelle, énormément de variations entre modèles, et vous verrez rien du tout. Donc ensuite, à mesure qu'on s'éloigne du temps, donc mettons, on se place à 2060, on voit que là, la variabilité naturelle en orange ne compte plus du tout pour l'incertitude, mais c'est plutôt les variations entre scénarios, donc c'est en vert, et puis encore entre modèles qui va être le plus important. Donc là, ce qui va être important, ça va être comparer en 2060, comparer différents modèles, ça va être de comparer différents scénarios, et là, vous verrez des choses. Et puis, donc, à mesure qu'on s'éloigne, donc ici en 2100, vous voyez que l'incertitude entre les modèles se réduit. Donc il y a moins de différences entre modèles qu'il peut y avoir de différences entre scénarios. Donc en 2100, là où il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, ou pas beaucoup, on a beaucoup influé sur le climat, on s'est beaucoup éloigné du début de notre simulation, on voit des différences très importantes entre scénarios. Donc en 2100, ce qui va être le plus important, ça va être d'échantillonner entre deux scénarios différents, et puis toujours à garder cette incertitude entre les modèles. Donc il y a également des choses qui sont inconnues dans les modèles. Donc, je voudrais le souligner. Donc, on a beaucoup de paramètres, hein. Donc, on peut représenter l'incertitude en faisant varier les différents modèles, mais il faut aussi avoir en tête qu'il peut y avoir des choses qu'on représente mal dans les modèles ou qu'on ne représente pas du tout et qui peuvent avoir un impact très important sur le climat. Donc, ça, vous ne pourrez pas l'étudier avec les simulations actuelles, mais il faut quand même l'avoir en tête. Là, vous avez un exemple de simulation de précipitation avec un scénario et un modèle. Donc là, c'est le modèle de l'IPSL. Le RCP 8.5, donc c'est là où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est les moyennes des pluies au Sahel. Donc vous voyez qu'il y a des variations. Donc je vous ai dit qu'avant 2030, donc, on ne pouvait pas trop les utiliser. C'est des variations qui peuvent être naturelles, qui peuvent être liées à des oscillations internes dans le modèle de climat. Donc on peut regarder donc ce qui se passe jusqu'en 2100. On voit qu'on a une certaine tendance à réduire les pluies, ou plutôt, enfin, c'est plutôt un peu stationnaire à diminution entre 2010 et 2100. Maintenant, on va faire un exercice où on va simuler une forte fonte du Groenland, comme si que le Groenland allait fondre totalement. Donc, ce qui est souvent très mal pris en compte par les modèles de climat. Mais on va l'imposer en fait à ce modèle et on va regarder quelle va être la réponse des pluies au Sahel à partir du moment où on fait fondre le Groenland. Donc, à partir de 2010, on va faire entre 2020 et 2070, on impose une fonte massive du Groenland. Et on regarde comment évoluent les pluies au Sahel. Donc, on fait deux expériences différentes, en vert et en rouge. Et vous voyez que les pluies au Sahel réduisent massivement avec cette fonte du Groenland. Et puis ensuite, une fois qu'on a arrêté en fait de le faire fondre et on le remet, on voit que les précipitations réaugmentent. Donc ça veut dire que là, il peut y avoir par exemple des points de bascule où si le Groenland se mettait à fondre totalement, donc il y aurait énormément d'eau douce dans le système, ce qui changerait les courants marins et ce qui changerait donc toute la dynamique de la mousson africaine avec un impact très fort ici sur les précipitations. Et ça, c'est des choses qui sont inconnues, qui sont pas dans les modèles et qui sont importantes à avoir en tête. C'est-à-dire, ce qu'on montre dans les simulations climatiques, c'est pas forcément, on peut avoir des choses qui nous échappent. Ensuite, un autre point qui est important, c'est que les modèles, ils ont des biais. C'est-à-dire que on peut avoir des modèles ils sont pas parfaits à représenter le climat actuel. Donc là, vous avez un exemple des représentations des précipitations moyennes entre 1979 et 2005 dans les observations. Donc ça, c'est ce qu'il y a à gauche. Donc, ces observations, c'est les précipitations par saison, donc juin, juillet, août, septembre, quand il pleut, saison des pluies au Sahel. Et puis, à droite, c'est un modèle, donc un modèle de l'IPSL, donc la même variable, les précipitations moyennées entre 1979 et 2005.
Et puis j'ai mis en rouge en fait l'isoyète 400 millimètres par an, qui est la limite pour cultiver le sorgho, pour cultiver le mil. Donc au-delà de cette limite-là, on peut avoir d'autres cultures. Et puis s'il pleut moins que ça va être plutôt du pastoralisme ou de l'utilisation de l'irrigation par exemple. Et donc ce qu'on voit, c'est que entre les deux, entre l'observation et le modèle, on a des différences assez importantes. Par exemple, si vous regardez le Sénégal, il n'y a presque pas de précipitation dans le modèle au Sénégal. Donc, il pleut moins de 200 millimètres par an, donc ce qui est pas du tout, correspond pas du tout à la réalité. On voit également que les maximums de pluie sur le Fouta de Djallon, sur le Cameroun, ne sont pas localisés au même endroit. On voit que sur le Mali, il pleut beaucoup moins. Sur le Burkina Faso, c'est la même chose, quoi. Donc on a des biais en fait dans les modèles qui font que ils peuvent être parfois difficiles à utiliser. Et ça, je vous ai montré pour le modèle de l'IPSL, mais c'est valable également pour les autres modèles. Donc là, vous avez l'ensemble des modèles qui correspond à l'exercice CMIP. Et puis, et en haut à gauche, vous avez les précipitations telles qu'on les a dans les observations. Et vous pouvez voir que bah, on a tout dans les modèles de climat. On a certains modèles qui sont bons, qui représentent bien les observations, d'autres qui sont beaucoup trop pluvieux. Donc, si vous regardez le modèle MyRock 5, donc il est beaucoup trop pluvieux, il y a beaucoup trop de pluie partout, quoi. Et on a certains modèles qui, au contraire, sont très secs, donc comme le modèle ici INM CM4, qui est beaucoup trop sec. On a le modèle ici AGEM qui est trop sec. Et donc, en fait, on peut avoir un peu de tout et n'importe quoi dans les modèles. Et ça peut poser un problème si on les utilise pour étudier les impacts du changement climatique sur l'agriculture. Bah, s'il pleut pas, ça va être un petit peu compliqué quand même. Donc là, on va être obligé en fait de modifier nos modèles. Donc soit de les connecter à d'autres modèles, donc comme des modèles régionaux qui représentent un peu mieux les processus à des échelles locales, à des échelles, par exemple, qui vont mieux représenter les traits de côte, qui vont mieux représenter l'orographie, qui vont mieux représenter la végétation, donc ils ont moins de biais. Et donc, ces modèles à des résolutions plus fines qui vont pouvoir être couplés, par exemple, à des modèles hydrologiques, à des modèles sur l'agriculture. Soit on peut aussi faire des corrections statistiques sur les modèles. Donc, c'est ce qu'on appelle soit des méthodes de changement d'échelle, soit des corrections de biais sur les modèles euh, qui permettent donc de réduire ces biais, de les ramener à de l'observation. Et ça va être très important.